La horde d'humains continue d'avancer avec leurs habitudes quotidiennes. Mais pour certains, ce mouvement s'est brusquement arrêté. Un recensement révélerait que plusieurs membres de notre communauté en constante expansion manquent à l'appel et leurs traces s'estompent rapidement aussi. Numéro 20. Jérémy Wisniewski habite à Tehachapi, en Californie, et travaille au parc national du Grand Canyon. Cet homme de 41 ans a 3 enfants, dont l'un est scolarisé en Arizona. Selon sa famille, en particulier sa sœur Amanda, la routine de Jérémy consistait à quitter sa maison de Tehachapi, déposer sa fille à Yuma, en Arizona, puis se rendre au Grand Canyon pour travailler. Mais le 10 février 2026, le programme ne s'est pas déroulé comme prévu. Jérémy partait vers son travail 2 jours avant la date prévue, ce qui n'était pas rare pour lui. Le Grand Canyon était loin et il lui faudrait du temps pour s'installer. Le 12 février étant passé, l'employeur de Jérémy n'avait eu aucune nouvelle de lui. Préoccupé pour son bien-être, il a demandé qu'on vérifie s'il allait bien, alertant ainsi sa famille de sa disparition. Il était courant de ne pas avoir de ses nouvelles à cause de son rythme de 7 jours de travail, puis 7 jours de repos. Mais il restait en contact avec ses 3 enfants, qui n'avaient plus de nouvelles depuis le 10. Cet aspect était particulièrement inhabituel et a poussé sa famille à commencer à retracer ses pas dans l'espoir de relier les indices. Le jour où il a quitté Tehachapi, Jérémy a conduit jusqu'à Yuma, a déposé sa fille, puis s'est rendu à Blitt, en Californie, où il devait acheter un camion à un ami. Selon son ami, il a quitté Blitt vers 22h30 et a entamé le trajet vers le Grand Canyon, mais il n'y arrivera jamais. Jérémy n'a plus été vu ni entendu depuis. Ses proches trouvent inhabituelle son absence de nouvelles, ce qui leur fait penser que sa disparition n'était pas volontaire. Selon Amanda, son frère aurait pris la route 96 jusqu'à Needles, puis l'I-40 à Kingman ou Parker, jusqu'à Havasu, et de là il se serait rendu à Williams en Arizona. Le 16 février, la famille signale la disparition de Jérémy au poste de police local, qui commence immédiatement une enquête. Ils ont découvert que son téléphone portable avait été éteint, empêchant ainsi les autorités d'utiliser des méthodes de localisation pour le retrouver. Le 19 février, 3 jours après que la famille a été informée de sa disparition, des policiers sont tombés sur une Ford F 250 blanche de 2008, retrouvée à Parker, Arizona. Elle avait été remorquée 5 jours plus tôt depuis Boston. Elle aurait été découverte abandonnée près d'Agnes Road, dans la zone du pont Agnes Wilson Road, près du fleuve Colorado entre Parker et Blythe. Il a été confirmé que la Ford F-250 appartenait à Jérémy, mais il restait introuvable. Cette découverte a mené à des recherches dans le secteur d'Agnes Road, mais aucun indice sur la localisation de l'homme disparu n'a été trouvé. La police et la famille ont demandé au public de signaler tout élément inhabituel dans la région et de vérifier les images de leurs caméras de sécurité, espérant ainsi trouver une piste. Jérémy Wisniewski a été décrit comme un homme caucasien aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Il mesure 1,78 m et pèserait environ 79 kg. Il a plusieurs tatouages, dont une guitare sur l'avant-bras gauche et le chiffre 88 sur l'épaule gauche. Il aurait été vu pour la dernière fois avec un t-shirt, un jean et des bottes de travail ou des baskets noires d'ici. En quittant Yuma, il portait un sweat à capuche avec l'inscription « Tué à la hauteur » imprimé sur le devant. Depuis la disparition de Jérémy, aucun signalement confirmé n'a été rapporté et la famille cherche désespérément des réponses. Ils collaborent étroitement avec les autorités, espérant que quelqu'un en sache plus. Toute information concernant la disparition ou la localisation de Jérémy peut être transmise au bureau du shérif du comté de Riverside au 800 95 02 444. Sinon, les personnes disposant d'informations peuvent les transmettre via la ligne de signalement Missing in America au 844 MIA Lost. Numéro 19. Qu'est-il arrivé à Gregory Gilbert Reese ? Cette question circule dans la communauté de Sapulpa, Oklahoma, depuis 2022 lorsque Gregory a mystérieusement disparu sans laisser de traces. À l'époque, l'homme de 52 ans vivait à Tulsa et avait 2 enfants avec sa femme, Billy. Malheureusement, c'est à cette période qu'il a reçu un diagnostic inquiétant. Gregory luttait contre un lymphome non hodgkinien de stade 4, ce qui nécessite une médication quotidienne. Cette histoire bouleversante débuterait simplement par une partie de pêche organisée par le frère de Gregory. C'était dans la soirée du 23 juillet 2022 qu'il quittait la maison avec son frère et la petite amie de son frère. Alors qu'il se rendait à Sapulpa, le voyage s'est brusquement arrêté lorsque la voiture est soudainement tombée en panne quelque part à Jenks.
Le lendemain matin, les trois ont réussi à trouver un moyen de transport et ont été déposés chez la mère de Grégory, située à l'ouest de Sapulpa, sur la 111e rue Sud, entre les avenues 193e Ouest et 209e Ouest. C'est ici que les frères et sœurs se sont tenus sur la propriété et ont regardé leur frère s'éloigner sur un sentier voisin, où il allait ensuite disparaître et ne plus jamais être revu ou entendu. Après quelques heures sans aucune trace de l'homme malade, le frère et sa petite amie se sont engagés sur le sentier pour ne trouver que les chaussures Nike et le short en jean de l'homme disparu posé sur un banc à proximité. Ce n'est qu'après 4 jours éprouvants que Grégory a finalement été signalé disparu au bureau du shérif du comté de Creek, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche. La police a coordonné plusieurs recherches, faisant appel à des unités canines et à des drones couvrant une superficie de 30 à 40 acres, dans les environs où Grégory a été vu pour la dernière fois. Ces efforts n'ont donné aucun résultat et aucun nouvel indice n'a permis d'orienter les enquêteurs dans la bonne direction. L'homme disparu est une autre personne présentant plusieurs signes distinctifs, notamment les prénoms Kira et Sway tatoués sur le côté gauche de sa poitrine. Le S traverse une cicatrice. Grégory a aussi une cicatrice à droite de la poitrine, avec une chambre implantable visible. Il a disparu avec son portefeuille, son téléphone, ses clés et ses médicaments prescrits, ce qui suggère qu'il pourrait revenir. Pourtant, il n'y a eu aucun signe de Grégory Trees ces 3 dernières années. Numéro 18. Gabriel Rochelle Davis, né le 2 novembre 1999, est un résident de North Little Rock, Arkansas, et un membre apprécié de sa communauté. Selon sa mère, Gabrielle a un piercing au nez et des piercings aux oreilles. Elle a un petit tatouage de cœur rouge sur la joue gauche, le mot Asian à l'intérieur du poignet droit, le nom Taylor derrière l'oreille gauche et une grande rose sur le bras gauche. Selon Busted Newspaper, Gabrielle a été arrêtée le 9 janvier 2026 pour des accusations liées à la violation d'une ordonnance de protection, puis a été incarcérée à la prison du comté de Pulaski avant d'être libérée par la suite. Après sa brève incarcération, Gabrielle s'est retrouvée au cœur d'une affaire de disparition toujours en cours, qui a débuté dans la nuit du 18 février 2026. Ce jour-là, la femme de 26 ans a été vue pour la dernière fois à North Little Rock, montant dans une voiture avec une inconnue qui l'a conduite à une station-service à l'angle de Pike Avenue et de la 16e rue. Elle est sortie de la voiture à l'angle de la 17e rue et de Pike, puis a marché vers la 19e où elle aurait parlé à une inconnue. Selon les témoins, il était 22 heures lorsqu'elle s'est approchée du véhicule Expédition blanc ou gris. On ignore les mots échangés, mais la discussion a pris fin quand Gabrielle est montée en voiture, sans doute pour partir ailleurs. Suite à cette rencontre, cependant, la jeune femme n'a plus été vue ni entendue depuis, suscitant l'inquiétude de ses proches et de la communauté. Après avoir signalé la disparition de sa fille à la police de North Little Rock le 20 février, la mère de Gabrielle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Elle a expliqué que, malgré son insistance sur l'urgence de la situation, le service n'avait diffusé aucune alerte et a écrit dans une publication qu'elle n'attendrait pas que les autorités relaient l'information concernant la disparition de sa fille, préférant s'en charger elle-même. Dans sa publication, la mère a donné tous les détails possibles sur Gabrielle, qu'elle appelle Gabi. La femme disparue a été décrite comme métisse, avec des cheveux bruns et des yeux bruns. Elle mesure 1,57 m et pèse environ 54 kg. Elle a plusieurs tatouages, le plus visible étant le petit contour d'un cœur rouge sous son œil gauche, sur sa joue gauche. Elle portait un crop top noir, un pantalon de survêtement noir et des claquettes sans chaussettes lors de sa dernière apparition. Les circonstances entourant sa disparition sont sans aucun doute inhabituelles et ne lui ressemblent pas selon sa mère. Aucune observation signalée du véhicule associé à sa disparition n'a été rendue publique et le conducteur n'a pas non plus été identifié. Aucun signe de vie n'a été confirmé depuis sa disparition et sa situation devient chaque jour plus urgente. La police de North Little Rock demande à toute personne ayant des informations sur cette disparition de se signaler. L'agence peut être contactée au 500 1758 234 avec le numéro de dossier 202 616 909. Le numéro de dossier Namus de Gabrielle est MP 156 387. Numéro 17. Le 9 mars 2007, Jamie Harper, âgé de 20 ans, a quitté la maison de sa mère à Paxton pour se rendre à une fête au parc de maisons mobiles Maplewood Estates à Rantoul. Son petit ami l'aurait laissé la seule, affirmant qu'il avait, je cite, des choses à régler. Jamie devait dormir chez une amie après la fête, mais elle a été vue pour la dernière fois à 4h30 du matin en quittant la fête. Et elle n'est jamais arrivée chez son amie.
La mère de Jamie a signalé sa disparition une semaine après que l'ami censé la ramener n'est jamais venu. Jamie a laissé toutes ses affaires, y compris son traitement quotidien contre l'épilepsie. La police a interrogé le petit ami avant de l'innocenter. Un tuyau anonyme signalant que Jamie avait fait une overdose et que son corps était à Dogtown a entraîné une fouille, mais aucune preuve n'a été trouvée et l'information a été écartée comme un canular. Les enquêteurs ont relevé des similitudes inquiétantes entre l'affaire de Jamie et la disparition en 1997 de Heather Zimmerman, âgée de 19 ans, qui s'est également volatilisée lors d'une fête à Rantoul. La police s'intéresse au même individu dans les deux affaires, dont l'identité n'a pas été rendue publique. Un homme de 30 ans qui aurait été vu quittant la fête avec Jamie. Il a été interrogé mais a refusé de passer un test au détecteur de mensonges et a quitté l'État par la suite. Extradé dans l'Illinois pour une accusation de cambriolage, il a ensuite exigé la présence d'un avocat lorsqu'il a de nouveau été interrogé au sujet de Jamie. Une perquisition chez son père en octobre 2007 a révélé un seau partiellement brûlé, une ceinture de sécurité avec un fluide biologique et des vêtements, mais aucun n'a pu être formellement lié aux femmes disparues. La personne d'intérêt purge actuellement une peine de 20 ans pour coups et blessures aggravés sur conjoint et sera éligible à une libération conditionnelle en 2031. En 2025, aucune arrestation n'a été effectuée et Jamie ainsi que Heather restent portés disparus sans que la piste criminelle ne soit écartée dans l'un ou l'autre des cas. Numéro 16. Frankie O'Connor est un homme de 26 ans originaire de Chelmsford, dans l'Essex, en Angleterre. Peu d'informations ont été données sur son parcours et sa vie privée. Il a été décrit comme un homme de type caucasien, mesurant 1,70 m et ayant une silhouette mince. Il a les yeux bleus et les cheveux bruns, et Frankie aurait le mot « Nan » tatoué sur le poignet gauche. C'est un membre très apprécié de la communauté, et son absence inquiète non seulement sa famille, mais aussi le public. Selon les publications sur les réseaux sociaux par la police de l'Essex et ses proches, Frankie n'a pas été vu ni entendu depuis le 3 avril 2026. Il n'est pas rentré chez lui et n'a eu aucun contact avec sa famille ou ses amis, ce qui a provoqué une panique générale et un effort de recherche intensif. Malgré tous ces efforts, aucun indice n'a émergé concernant cette disparition étrange ou les circonstances qui l'entourent. On ignore ce qui a conduit Frankie à disparaître ou où il a été vu pour la dernière fois. Les autorités pensent qu'il pourrait porter ou avoir un manteau noir. Sa famille confirme ses liens avec Brighton et pense qu'il pourrait utiliser le train pour s'y rendre ou aller ailleurs. Les conditions exactes entourant l'événement restent inconnues. Il n'a pas été précisé si sa famille pense que cette disparition correspond à ses habitudes ou non, ou si partir simplement était quelque chose que Frankie avait l'habitude de faire. Qu'il ait été connu pour faire cela ou non, son absence a suscité une vive inquiétude, ce qui suggère que quelque chose dans cette situation pourrait être inhabituel chez lui. Les autorités demandent à la communauté d'appeler la police immédiatement si elle voit Frankie ou sait où il est. Il n'a pas été classé comme personne en danger, mais le retrouver reste d'une importance capitale malgré tout. La famille et la police de l'Essex exhortent le public à contacter le 999 et à mentionner le numéro de dossier 1260 du 3 avril s'ils ont la moindre information concernant la localisation de Frankie ou tout indice ou renseignement pouvant aider à le retrouver. En 15e position à Arlington, au Texas, vivait Manuel Chavarria, le fils de Lydia et de Manuel Senior. On ne sait pas grand-chose sur son passé, mais pour la plupart des gens, il a eu une enfance normale sans incident notable. Pourtant, en mars 1997, quelque chose s'est brisé chez Manuel, et il a commencé à boire excessivement et à dormir pendant de longues périodes. Ces changements soudains inquiétaient ceux qu'il connaissait, car ils étaient totalement inhabituels, selon son colocataire et sa mère. À cette époque, le jeune homme de 25 ans semblait si malade que sa mère lui a demandé s'il prenait des stupéfiants. Manuel a nié prendre quoi que ce soit à part de l'alcool. L'apparence maladive, l'alcoolisme soudain et les longues périodes de sommeil inquiétaient, laissant beaucoup se demander la cause de cette situation. À l'époque, le jeune homme travaillait au restaurant Harrigan's, également situé à Arlington. Le 31 mars, il devait assister à une réunion sur son lieu de travail. Vers 18h ce soir-là, Manuel a quitté son domicile à bord de sa Honda Civic 1987, partiellement apprêtée avec des bandes rouges, et a commencé à se rendre au restaurant. Il n'est jamais arrivé à la réunion et a disparu après avoir quitté son domicile sans plus jamais être revu ni entendu. Son employeur, n'ayant pu le joindre ce soir-là, ni les jours suivants, a signalé la disparition de Manuel à la police d'Arlington.
L'enquête initiale a révélé qu'en quittant son domicile, l'homme désormais porté disparu n'avait emporté aucun de ses effets personnels avec lui. En dehors de cette découverte, aucun indice ou preuve n'a été trouvé pour savoir où il se trouvait ou suggérer un acte criminel. Le prochain signe de Manuel n'apparaîtrait que plus tard. C'est le 17 mai que la Honda a finalement été retrouvée. Elle a été découverte abandonnée près de la Farm Road 2119 dans le comté de Culberson, au Texas, sur une propriété privée. Le propriétaire du terrain a découvert le véhicule par hasard et a aussitôt contacté les services du shérif. Les enquêteurs ont noté que les clés étaient restées sur le contact. Les vitres étaient baissées et il n'y avait absolument aucune trace de Manuel sur les lieux. Puis une découverte troublante a été faite. À l'arrière de la voiture se trouvait une boîte pour armes à feu et plusieurs cartouches dispersées. Parmi les objets, il y avait aussi un paquet de cigarettes, un cadre photo vide et 6 bouteilles vides. La police a rapidement fouillé les environs, pensant trouver le corps de Manuel et une arme à feu manquante. Malgré les recherches intensives, aucun autre indice n'a été découvert. De retour au bureau, la police a pu retracer l'origine de l'arme à feu achetée chez Walmart à Bedford, Texas, quelques jours après la disparition de Manuel. Les enquêteurs n'ont toutefois pas pu déterminer si Manuel ou une autre personne avait acheté l'arme. La mère de l'homme disparu pensait que son fils se rendait dans la région à la recherche de leur ancienne maison située à Pecos, une affirmation qui reste non confirmée. Malgré les recherches menées là-bas, les secouristes sont encore une fois revenus bredouilles. Pourquoi Manuel voudrait se rendre à la maison reste inconnu, mais on soupçonne qu'il a pu être victime d'un acte criminel en chemin si c'était bien sa destination prévue. Les proches et les amis ne croient pas que Manuel serait parti sans prévenir ou qu'il aurait pu se faire du mal. Cela fait 28 ans qu'il a disparu ce soir-là, disparaissant de la surface de la Terre et laissant un mystère derrière lui. Numéro 14. Christine Wiltz, âgée de 34 ans, réside à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et fait l'objet d'une enquête policière en cours à la suite de circonstances étranges qui ont conduit à ce qu'elle soit déclarée personne disparue. Peu d'informations sur sa vie et son parcours ont été rendues publiques, mais sa famille juge son silence inhabituel et préoccupant. Ils craignent pour sa sécurité et penseront qu'elle pourrait être en danger. Le 23 mars 2026, Christine conduisait son SUV Lincoln MKX 2009 dans le secteur du 3000 de l'avenue Oliver White, près de la rue Abindan à la Nouvelle-Orléans. Le véhicule, endommagé à l'arrière côté passager, a été vu entre 3h et 4h du matin dans la zone. Ce matin-là, où Christine s'était arrêtée pour prendre une personne alors inconnue, qui a depuis été identifiée comme MacArthur Mackey. C'est juste après qu'elle ait pris Mackey à bord que Christine et son SUV ont disparu, poussant sa famille à signaler sa disparition et déclenchant une enquête à grande échelle. Les enquêteurs ont indiqué que la femme disparue pourrait courir un fort risque d'exploitation ou de graves violences physiques. La déclaration est survenue à la suite d'une enquête qui a révélé l'identité du passager que Christine avait pris ce jour-là. Selon les rapports, Mackey, âgé de 42 ans, a un long passé de violence documenté et a été désigné comme une personne d'intérêt dans la disparition. Les autorités ont découvert qu'elle avait aussi été signalée disparue au moment où Christine avait disparu. Quelques jours plus tard, le bureau du shérif du comté de Lawrence a révélé que Mackey était en détention depuis le 3 avril 2026. Il serait maintenu en détention en raison d'une mise à l'épreuve liée à une accusation antérieure. La police de la Nouvelle-Orléans a indiqué que cette personne a été la dernière à voir Christine lorsqu'elle est venue le chercher le 23 mars. On ne sait pas s'il a été interrogé ou s'il fait l'objet d'une enquête depuis sa mise en détention dans le cadre de l'affaire en cours. Christine demeure introuvable et les enquêteurs cherchent encore à déterminer son rôle dans l'affaire. Le 31 mars, la division des victimes spéciales a été réaffectée à l'affaire pour enquêter sur le cas de disparition jugée critique de Christine Wiltz. Elle a été décrite comme une femme afro-américaine mesurant 1,70 m et pesant environ 72 kg. Elle aurait été vue pour la dernière fois avec un t-shirt rouge, un jean bleu et des chaussons avec des chaussettes. Les informations concernant sa disparition peuvent être transmises aux enquêteurs de la division des victimes spéciales au 50 4658 5267 ou au 50 4658 5523. Numéro 13. Colleen Paris est née en 1982 de parents Nick et Nancy. Une famille dans laquelle elle était enfant unique. Son enfance était remplie d'amour pour la danse, le chant et le sport. Ses ambitions n'ont jamais faibli, même lorsqu'elle est arrivée au lycée,
et en septembre 2000, elle suivait des cours d'été et travaillait pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Colleen avait 18 ans cette année-là et travaillait comme hôtesse dans un restaurant à Plantation en Floride pendant son temps libre. En septembre, Colleen avait aussi acheté des billets d'avion pour partir en vacances au Colorado en décembre. Mais ces billets resteraient inutilisés. La jeune femme n'a reçu ni son diplôme de fin d'études secondaires, ni pu partir en vacances comme prévu. C'est parce que Colleen Elizabeth Parris avait disparu. Vers 15h, le 30 septembre, Colleen Elizabeth Parris a été vue pour la dernière fois à la maison familiale près des boulevards Flamingo et Sunrise. Apparemment, elle avait reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur non identifié, après quoi elle a brusquement déclaré qu'elle allait à Coral Springs pour manger quelque chose, puis elle a quitté la maison. En sortant discrètement, Colleen a promis de revenir entre 17h30 et 18h, juste à temps pour le voyage familial au match des Marlins. Mais elle n'est jamais rentrée. Elle a manqué le match des Marlins et on ne la revit plus et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Colleen a quitté son domicile dans sa Mazda MX, 6 blanche de 1994, avec la plaque d'immatriculation D48P, qui n'a été retrouvée que près d'une semaine plus tard, alors que l'enquête commençait. Le véhicule n'a pas été abandonné sur le parking d'un centre commercial situé à Tamarack, près de McNabb Road et Pine Island. Les forces de l'ordre sont intervenues sans trouver de preuves d'actes criminels. Colleen a laissé plusieurs affaires à la maison le jour de son départ, ne prenant que son téléphone et un sac à main, tous deux introuvables près de sa voiture abandonnée sur le parking. Le véhicule était verrouillé et les vitres relevées, suggérant qu'elle a peut-être quitté la voiture d'elle-même, l'a verrouillée puis s'est volatilisée. La police n'a relevé aucune empreinte digitale sur la Mazda, sans doute à cause des intempéries récentes. En interrogeant davantage la famille, les détectives ont appris que Colleen aimait jouer au billard dans un bar sportif appelé le Bull & Q, qui se trouve dans ce centre commercial en particulier. Ses parents, cependant, ne comprenaient pas pourquoi elle serait venue ici ce jour-là, sans aucun projet préalable après l'appel téléphonique inquiétant. Les autorités ont vu le Bull & Q comme un autre point clé de l'enquête, sans jamais dire s'ils y avaient trouvé quelque chose d'important ou d'intéressant. En interrogeant d'autres membres de la famille, ils ont finalement identifié la personne qui intéressait les enquêteurs. La personne était l'oncle de Colleen, qui aurait proposé de l'aider à décrocher un contrat de mannequinat pour de la lingerie. Quand les détectives ont proposé un test au détecteur de mensonges, il a refusé, renforçant ainsi les soupçons contre lui. Cela dit, il a continué à nier tout lien avec la mystérieuse disparition de Colleen. Pendant 4 ans, les parents de la disparue laissaient des messages sur son portable, espérant une réponse. Ils ont décidé de ne plus payer l'appareil, mais ont maintenu la récompense via l'assurance vie et l'argent prévu pour les études de Colleen. À ce moment-là, la récompense s'élevait à 30 000 $ pour toute information permettant de retrouver leur fille et d'identifier le meurtrier inconnu. Les autorités hésitent à croire que Colleen soit partie de son propre gré, mais elles restent incertaines quant aux circonstances exactes entourant l'affaire. Étrangement, la jeune femme présente aussi plusieurs caractéristiques, dont de nombreux tatouages et piercings. Elle a un papillon dans le bas du dos, des caractères chinois sur la cheville et un tatouage en bande autour de l'autre cheville. Elle a des piercings aux oreilles, à la langue et au nombril. Aucun de ces éléments n'apparaît dans aucun dossier de femme non identifié, ce qui nous pousse à nous interroger sur le sort réel de Colleen. Numéro 12. Selon les membres de la famille de Partrey Edmonds, résident de Dallas, Texas, il a un long passé documenté de problèmes de santé mentale. En dehors de ce bref contexte, on ignore publiquement presque tout de lui, comme son travail, ses relations ou ses conditions de vie. Nous savons que cet homme de 40 ans a disparu et compte tenu de sa vulnérabilité, il est urgent de le retrouver. L'affaire de Partrey Edmonds a commencé chez lui à Dallas, le 21 février 2026. On ne sait pas qui était présent à ce moment-là, ni qui a été témoin de la disparition soudaine, mais quelqu'un a vu le résident quitter spontanément son domicile. La façon dont il est parti ne montrait aucun signe de préméditation ni aucune indication sur l'endroit où il allait. Mais une chose est certaine, il n'est pas revenu. L'homme disparu serait parti soudainement à pied, dans une direction inconnue, abandonnant effets personnels et véhicule. L'absence de téléphone portable de Partrey Edmonds a compliqué la situation, rendant impossible le suivi de l'appareil et empêchant les autorités de cartographier ses déplacements. Depuis la matinée du 21 février, il n'a eu aucun contact avec sa famille, ses amis ou ses connaissances.
Les forces de l'ordre n'ont toujours aucun indice sur l'endroit où il aurait pu aller. La police de Dallas a depuis classé l'affaire comme une disparition à haut risque et désigné Partrey comme un adulte vulnérable. Les enquêteurs pensent que l'homme disparu se déplace à pied en utilisant le système de transport en commun de la région de Dallas, appelé DART. Ils ont proposé qu'il tente d'atteindre des zones à forte densité de population. La famille de Partridge craint qu'il ne traverse un épisode de désorientation qui le rendrait incapable ou réticent à s'identifier auprès des gens, y compris les autorités. Depuis, les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance de plusieurs commerces de la zone où il a disparu pour tenter de reconstituer son itinéraire. Jusqu'à présent, ces efforts se sont révélés infructueux. Le service compte désormais beaucoup sur la vigilance du public. Diane Edmonds, la mère de Partrey, et d'autres membres de la famille ont aussi mobilisé la communauté, utilisant tous les moyens pour faire connaître son fils, autant en ligne qu'en personne, afin de faire circuler son nom. Les proches ne gardent espoir que Partrey soit vite retrouvé, tandis que les recherches se poursuivent. Depuis, il a été ajouté à la base de données NamUs sous le numéro de dossier MP156071. Partrey Edmonds a été décrit comme un homme afro-américain avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Il mesure 1,65 m et pèse environ 68 kg. On ne sait pas ce qu'il portait au moment de sa disparition, mais toute information concernant cette personne disparue peut être transmise au département de police de Dallas, au 214 660 et 11 4000 268, avec le numéro de dossier 027. 2026 numéro 11. Depuis 3 ans, la famille de Stacey Annette Crawford publie activement des appels sur plusieurs sites de réseaux sociaux, espérant que quelqu'un l'ait vue. L'histoire de Stacey a commencé le 21 juillet 2022, alors qu'elle avait 44 ans. La journée avait commencé comme d'habitude, bien que la plupart de ses déplacements restent inconnus. Ce jour-là, vers 21 h, elle a été vue pour la dernière fois à Whitewell, Tennessee. Les preuves suggèrent qu'elle était en contact avec plusieurs personnes ce soir-là, juste avant sa disparition. De façon inquiétante, le Chevrolet Camille 500 Tahoe rouge de Stacey, avec la plaque d'immatriculation du Tennessee P8 1232 WO, a disparu en même temps qu'elle. On ignore si elle a été vue pour la dernière fois en le conduisant, en quittant son domicile, ou s'il a disparu ensuite. On ne sait pas grand-chose sur les circonstances entourant cet événement étrange, à part 2 éléments, le fait que Stacey était introuvable et que son véhicule avait également disparu. On ne sait pas exactement quand ni comment sa disparition a été signalée, mais l'enquête ne commencera que près d'1 mois plus tard. Les autorités ont d'abord cru qu'elle avait disparu le 9 août à cause d'une enquête apparemment erronée. Mais les relevés téléphoniques ont révélé sa disparition 3 semaines avant. Alors que les enquêteurs s'efforçaient de comprendre ce qui avait pu se passer et comment ils en étaient arrivés là, ils allaient découvrir leur premier indice. C'était la Chevrolet de Stacey et elle a été retrouvée le 2 septembre, presque 2 mois après sa disparition. Après avoir retrouvé le véhicule, la police procéderait aussi à une arrestation liée à la disparition. Ils ont menotté Ronnie McFalls, âgé de 49 ans, originaire de Guild, Tennessee, et l'ont escorté jusqu'à sa cellule. Il a ensuite été inculpé de vol de véhicule et de altération de preuves. Apparemment, Ronnie était en possession de la voiture, mais on ne sait pas comment ni quand il l'a obtenue. Il était également en train de la vendre, ce qui a permis aux détectives de la retrouver. La relation entre la femme disparue et l'homme qui avait sa voiture reste inconnue. Ronnie a été désigné comme une personne d'intérêt dans l'affaire, mais n'a pas été explicitement nommé comme suspect. Ajoutant une nouvelle couche de mystère à la disparition, les autorités ont annoncé qu'elles recherchaient une 2e personne en lien avec Stacey. Cette personne est Barbie Henderson, avec qui les détectives aimeraient mener des entretiens complémentaires. Depuis l'annonce, Barbie s'est rendue aux autorités, mais pour un mandat sans rapport avec l'affaire. Elle est détenue à la prison du comté de Marion et un entretien de suivi doit encore avoir lieu. Apparemment, plusieurs autres arrestations ont été effectuées en lien avec l'affaire, mais aucune identité n'a été rendue publique. Une grande partie des preuves évoquant un acte criminel n'a pas été rendue publique, laissant beaucoup de gens s'interroger et spéculer sur la disparition. L'enquête est toujours en cours, mais 3 ans plus tard, aucun progrès n'a été réalisé. Numéro 10. Jennifer Remillard vit à Auburn, Massachusetts. La femme de 47 ans a autrefois travaillé pour Reliant Medical Group. Mère d'un enfant, elle est très aimée de sa famille et de la communauté.
Selon les membres de sa famille, Jennifer était connue pour disparaître de temps en temps, mais elle reprenait toujours contact avec eux, surtout avec sa fille. On sait qu'elle voyage souvent à travers le pays, et même si les disparitions de Jennifer n'étaient pas rares, cette fois-ci, son silence, qui durait depuis plusieurs mois, était inhabituel, car jamais elle n'était restée aussi longtemps sans donner de nouvelles. Les circonstances particulières entourant la disparition de Jennifer ont commencé à se dévoiler en novembre 2025. C'est au cours de ce mois-là qu'elle a quitté sa maison d'Auburn pour rendre visite à des membres de sa famille qui vivent rue Leicester. C'est là qu'une dispute non précisée a éclaté dans la maison, ce qui a entraîné le départ précipité de Jennifer de la région. Elle a quitté la résidence à bord de sa Toyota Camry grise de 2012 immatriculée au Massachusetts sous le numéro RS11JR. Sa famille et ses amis ne l'ont pas revue depuis ce jour-là, mais elle est restée en contact avec eux seulement brièvement après son départ. Le dernier message de Jennifer à sa famille venait d'un ordinateur portable. Le message disait qu'elle avait perdu son portable. Ses proches sont sans nouvelles d'elle depuis. Le 31 janvier 2026, la dernière fois que Jennifer a été vue serait consignée à Sarasota, en Floride. Elle a été vue avec la Camry. Le véhicule serait ensuite repéré par des caméras floc à la mi-février, quelque part dans le sud de la Floride, mais il n'a plus été vu depuis. Ni par des témoins, ni par des caméras. Jennifer a été officiellement signalée disparue le 3 mars de cette année auprès du service de police d'Auburn, qui enquête activement sur l'affaire. La famille de Jennifer, dont son cousin Anthony Rumillard, est très inquiète pour la disparue. Il a dit qu'ils craignent qu'elle vive dans sa voiture et manque d'argent. La famille redoute que quelque chose de pire soit arrivé. Anthony a indiqué que Jennifer avait déjà conduit dans d'autres régions du pays. Mais il pense qu'il y a quelque chose de différent et clairement d'anormal dans cette situation. Tous ceux qui connaissent Jennifer s'inquiètent pour elle et sont désespérés de savoir si elle est en sécurité. On la décrit comme ayant les cheveux blonds, mesurant 1,75 m et pesant environ 60 kg. Les informations concernant la disparition de Jennifer Rumillard peuvent être transmises au service de police d'Auburn au 508327. L'agence peut également être contactée via leur adresse email auburnmasspolice.org. Sinon, des informations anonymes peuvent être envoyées par texto à auburnmasspolice.org. Numéro 9. Kiana Cole, une résidente de Brooksville, en Floride, luttait contre des problèmes de dépendance depuis l'âge de 23 ans. 2019 marquerait la 4e année où elle se battait contre cette situation malheureuse. Malgré ses problèmes, elle gardait un contact régulier avec sa famille. Mais en février, les stupéfiants allaient devenir le moindre des soucis de Kiana. Quelques mois plus tôt, en octobre 2018, elle avait été victime d'une tentative de meurtre conjugal. L'auteur était son ex-petite amie Dwayne Williams, qui l'aurait attirée au Russell Street Park et l'aurait agressée. Williams a finalement été inculpé de tentative d'homicide au second degré et de résistance à l'arrestation. Étant donné que Kiona était la victime, elle devait faire une déposition concernant l'incident, prévue pour le 11 février 2019. Mais la veille de sa déclaration, la jeune femme de 27 ans disparaît mystérieusement, laissant son fils de 3 ans. Ce jour-là, Kiona a été déposée à Shady Oak Villa Circle, où elle devait rendre visite à son amie. Elle a quitté la résidence plus tard dans la soirée, vers 23 h. Elle a pris le boulevard Dr Martin Luther King Jr. vers Broad Street. Finalement, elle a disparu de vue et on ne l'a plus jamais revue et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Kiona devait récupérer son fils chez un membre de la famille le lendemain matin, le déposer à la garderie puis aller au bureau du procureur de l'État. Elle n'est arrivée à aucune de ces destinations. D'après un proche, la disparue avait reçu des menaces de mort liées à son témoignage. Cela l'a effrayée et sans doute rendue très réticente à poursuivre. L'absence de Kiona au tribunal a conduit à l'abandon des charges contre Williams, mais il est resté depuis la seule personne d'intérêt dans sa disparition, surtout qu'il était en liberté sous caution en attendant son procès. Bien que les enquêteurs soupçonnent qu'il y ait eu acte criminel dans cette affaire, ils n'ont trouvé que très peu, voire aucune preuve pour inculper qui que ce soit en lien avec cette affaire. Malgré le manque inquiétant de progrès dans l'enquête, sa famille affirme qu'elle ne serait pas partie de son propre gré. On pense fortement que Williams a connaissance de l'endroit où elle se trouve et qu'il pourrait être impliqué dans sa mystérieuse disparition. Numéro 8, Lisandro Sartiaga possède le statut de résident permanent et est entré légalement aux États-Unis, après quoi il a obtenu un emploi comme ouvrier agricole.
Il y a quelques années, ce jeune homme de 28 ans a subi une grave blessure à la tête, laissant chez lui des séquelles cognitives durables. Malgré l'accident, il a continué à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses proches le décrivent comme un homme de famille, qui a une femme et une fille restées au Mexique. Travailleur acharné, il travaille dans les champs de myrtilles à Hamilton, New Jersey, et a une maison à proximité. Il travaille aussi parfois dans le Maine lors de la saison des myrtilles. Lisandro aurait des antécédents de dépression nécessitant un traitement régulier. Mais le résident a disparu sans ce traitement indispensable, suscitant une vive inquiétude quant à son bien-être. C'était le 27 février 2026, lorsque Lisandro a été vu pour la dernière fois, quittant son domicile dans le quartier de l'avenue Laurel. Il est parti vers 13h à pied, mais n'est jamais rentré chez lui. Personne ne l'a vu ni entendu depuis. Selon sa famille, l'homme disparu restait toujours en contact avec eux et son silence était sans aucun doute inhabituel et source d'inquiétude. Ses proches ont souligné qu'il pourrait nécessiter une aide médicale et serait parti sans effet personnel, même sans téléphone. Nul ne savait où il allait ni quand il reviendrait. La disparition a eu lieu en pleine répression de l'immigration, ce qui a amené ses proches à soupçonner qu'il avait peut-être été arrêté, même s'il possède le statut de résident permanent. Simon, le frère de Lisandro, a consulté la base de données en ligne du service de l'immigration et des douanes pour vérifier s'il avait été arrêté, mais ils n'ont pas vu son nom apparaître. Selon Simon, les autorités locales ont mené une vaste opération de recherche à Hamilton. Ils ont fouillé les bois et quartiers voisins, mais leurs efforts n'ont rien donné jusqu'à présent. Chaque jour qui passe, la situation de Lisandro devient encore plus critique. Sa famille dit qu'il est difficile de chasser les mauvaises pensées, même s'il garde espoir. Tony, son cousin, a dit que si quelqu'un ne revient pas, on pense qu'il ne reviendra peut-être jamais. Le département de police de Hamilton sollicite l'aide des résidents pour vérifier toute leur vidéosurveillance depuis le 27 février, espérant qu'une caméra ait capté un détail inédit. Les proches s'inquiètent que sans ces médicaments, Lisandro puisse être désorienté et ne sache pas comment rentrer chez lui. Il a été décrit comme un homme hispanique avec des cheveux noirs dégarnis et des yeux marrons. Il mesure 1,70 m et pèse environ 80 kg. Au moment de sa disparition, Lisandro avait une petite moustache et une barbe soignée qui suivait la ligne de sa mâchoire et de son menton. L'homme disparu aurait été vu pour la dernière fois avec une veste grise, un jean bleu et des bottes de travail marron. Les informations concernant sa disparition et sa localisation peuvent être communiquées au service de police de Hamilton au 609 560 et un 4000 avec le numéro de dossier de l'agence 26 326 3 484. Il est inscrit dans la base de données NAMUS sous le numéro de dossier MP156, MP156 1160 et 11. Numéro 7. C'était le 16 avril 1996 à 17h à Edwardsville, en Pennsylvanie, lorsque Angela Kislow, âgée de 81 ans, a été vue pour la dernière fois. Elle a été aperçue à l'extérieur de sa résidence à Gateway Manor, portant un petit porte-monnaie et une clé d'appartement. Ces objets laissaient penser qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle plus tard dans la journée. Mais Angela ne reviendrait jamais et elle ne fut plus jamais vue après ce jour-là. Lorsqu'elle ne réapparut pas dans les jours qui suivirent, les voisins et les membres de sa famille commencèrent à s'inquiéter. Et finalement, un avis de disparition fut déposé. Bien que la famille ait noté que la femme souffrait de problèmes de santé mentale, ils pensaient qu'il serait inhabituel de sa part de partir sans prévenir. Rien n'indiquait non plus qu'elle était malade ou avait des problèmes de mémoire. Le seul signe que quelque chose n'allait pas était l'inquiétude de la femme de ne plus pouvoir faire ce qu'elle faisait avant. Au-delà de cela, Angela était aussi en bonne santé qu'on pouvait l'être à son âge et n'avait reçu aucun diagnostic de problème médical. 2 jours après sa disparition, l'équipe d'enquête a intensifié les recherches avec des chiens. Ils ont rapidement réussi à capter son odeur et ont conduit leur maître chien jusqu'au pont ferroviaire Black Diamond, où coulait la rivière Susquehanna. Ils ont suivi la piste d'Angela sur 50 pieds en aval, menant à un dragage et une fouille minutieuse de la rivière. Les enquêteurs sont revenus bredouilles et n'ont trouvé aucun indice supplémentaire concernant sa localisation. Beaucoup ont trouvé étrange que son odeur ait été détectée dans une direction différente de celle qu'Angela prenait habituellement. C'était une grande marcheuse qui ne conduisait pas. Ses trajets allaient surtout à l'église Saint-Edwige, sur Zerby Avenue à Kingston, à 1 mile de l'endroit où les chiens pisteurs avaient signalé. Son itinéraire allait aussi à l'opposé du pont, donc la façon dont elle s'est retrouvée là-bas reste un mystère.
La police a également effectué une fouille approfondie du parc Kirby et de la digue qui le longe. Là encore, rien n'a été trouvé. L'indice suivant n'est apparu que plusieurs jours plus tard. Un homme a contacté la police, affirmant avoir vu une femme ressemblant à Angela. Il a dit l'avoir vue à l'angle de Kidder Street et du boulevard Wilkes-Barre le jour de sa disparition. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait besoin d'aide, la femme n'a pas répondu à son offre. Il a décrit la femme comme ayant l'air confuse et quelque peu désorientée. Cependant, cette observation n'a jamais été confirmée. Il reste donc incertain de savoir qui le témoin potentiel a vu dans la rue ce soir-là. Au cours de l'enquête, la police s'est également rendue au domicile d'Angela, où elle a trouvé son sac à main par terre, ainsi que 200 $ en espèces et sa pièce d'identité. La clé et le porte-monnaie de la femme disparue restaient introuvables, tout comme elle. Faute de pistes ou d'indices, la police a été contrainte d'interrompre les recherches, promettant de les reprendre si de nouvelles informations étaient découvertes. Depuis lors, cependant, aucune enquête supplémentaire sur la disparition n'a été menée. La disparition étrange d'Angela reste tout aussi inexplicable aujourd'hui. Aucune autre observation potentielle d'Angela n'a jamais été découverte, aucune inconnue ne correspond à sa description, et son sort reste indéterminé. Numéro 6. Comme pour la disparition de Chav Simmons, on ne sait pas grand-chose sur Vanessa Bray, née Vanessa Renée Harris. Ses amis et sa famille l'appellent Jessie, et avant sa disparition, elle résidait à Stigler, dans l'Oklahoma. Elle a plusieurs tatouages, dont un C et un H sur la nuque, ainsi que des prénoms masculins sur le bas d'une jambe. L'affaire de Vanessa débute au début de février 2026, lorsque sa famille et ses amis n'ont plus eu de ses nouvelles. Toute tentative de contact avec elle restait sans réponse. Le 7 février, des proches ont trouvé un mot au domicile de la femme de 38 ans, suggérant qu'elle se rendait à Oklahoma City, mais sans expliquer pourquoi ni combien de temps elle serait absente. 2 jours après, son téléphone tombait directement sur la messagerie. Depuis, personne n'a vu Vanessa ni eu de ses nouvelles. Sa Toyota Camry argentée et noire de 2013 immatriculée RFN 246 dans l'Oklahoma avait également disparu de l'allée, ce qui a été mentionné dans le rapport afin que la police et le public restent vigilants. 4 jours après cette disparition inhabituelle, le service de police d'Oklahoma City a annoncé avoir mis en fourrière une Toyota Camry de 2013 qui a été confirmée comme étant le véhicule de Vanessa. Le service a signalé que la voiture avait été mise en fourrière après un contrôle, sans préciser si la femme disparue conduisait, ni ce qui lui est arrivé après s'être retrouvée sans moyen de transport. Des membres du public se sont inquiétés de la raison de la mise en fourrière du véhicule, non précisée dans le rapport. Une voiture peut finir en fourrière si le conducteur n'a pas de permis, si le véhicule n'est pas en état de circuler en cas de conduite dangereuse, de suspicion criminelle ou d'arrestation du conducteur. Mais la police d'Oklahoma City n'a pas confirmé si des arrestations avaient eu lieu lors du contrôle et de la mise en fourrière du véhicule. Ils n'ont pas dit si la personne qu'ils ont contrôlée était Vanessa Bray. La situation s'aggrave. Un mandat d'arrêt vise Vanessa pour non-comparution au tribunal, lié à des accusations de possession illégale d'un stupéfiant. Le mandat a été émis le 4 mars, soit près d'1 mois après sa disparition. Aucun signalement confirmé de Vanessa depuis le 7 février. Sa famille est impatiente de la retrouver et de s'assurer qu'elle est saine et sauve. La femme disparue est caucasienne, avec des cheveux roux ou auburn et des yeux marrons. Elle mesure entre 1,57 m et 1,63 m et pèse entre 64 et 82 kg. Lors de sa disparition, ses cheveux étaient mi-longs et teints en rouge. Les informations concernant l'affaire de Vanessa Renée Bray peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Pittsburgh au 9 1842 358 58. Son numéro de dossier d'agence est le 26 260 130 numéro 5. On ne sait pas grand-chose du passé de Samuel Reiser, à part le fait qu'il avait obtenu la garde de sa fille après un divorce. Nous étions en 2010 et l'homme de 60 ans vivait à Glasgow, en Virginie-Occidentale, avec sa fille de 17 ans qui était dans une école militaire. Pour la plupart des gens, la vie se passait bien et il ne semblait avoir aucun ennemi. Mais les détails troublants de son affaire semblaient indiquer le contraire. C'était début décembre et Samuel vivait seul depuis que sa fille était à l'école militaire. Il résidait dans le secteur du 300 de 3rd Avenue, l'endroit où il serait vu pour la dernière fois vers 17 h le 7. Dans les jours qui suivirent, il ne se présenta pas à son travail dans les mines de charbon, ce qui suscita l'inquiétude de son employeur et de ses proches. Il était inhabituel pour Samuel de manquer le travail, surtout sans prévenir au préalable.
Préoccupé pour son locataire, le propriétaire se rendit chez lui, espérant qu'il n'avait qu'un rhume. Cependant, en arrivant sur place, il trouva la maison étrangement vide et le 11 décembre, un avis de disparition fut déposé auprès du bureau du shérif du comté de Kanawha. Lors de la première enquête, les agents apprirent que Samuel n'avait pas été en contact avec des membres de sa famille depuis plusieurs jours et qu'il n'avait pas non plus été vu par les voisins, qui indiquèrent que cela ne lui ressemblait pas du tout. Les autorités se sont alors tournées vers la maison vide. Ils ont d'abord fouillé l'extérieur sans trouver de signes d'effraction. Les lumières restaient allumées et la télévision était audible à l'intérieur. Sans réponse à leurs coups répétés à la porte, la police a décidé d'entrer dans la résidence. Ils ignoraient qu'ils allaient bientôt découvrir une scène bouleversante et inattendue. Il était clair qu'une altercation avait eu lieu dans la maison. Des objets étaient cassés ou dispersés et des traces de fluide corporel suggéraient une blessure. Cela ne semblait pas non plus être un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien ne manquait, à part Samuel dont la voiture était toujours garée dehors. Immédiatement, l'affaire a suscité des soupçons d'actes criminels et une longue enquête allait s'ensuivre. Après un certain temps, la police a indiqué qu'elle avait 3 personnes d'intérêt dans l'affaire, mais elle n'a jamais révélé publiquement leur identité. En 2025 personne n'a été inculpée ou arrêtée dans la disparition de Samuel Reiser, et les suspects restent anonymes dans les médias. Un porte-parole de l'agence chargée de l'enquête a indiqué qu'il ne pensait pas que l'homme ait eu des liens avec le crime organisé ou des activités illégales, et qu'il pensait plutôt que ce qui lui était arrivé était beaucoup plus personnel. Numéro 4. On ignore presque tout des antécédents ou de la vie privée de Chaz Simmons. Ce qui est cependant évident, c'est qu'il était énormément aimé par sa famille et ses amis, et que sa disparition a provoqué une onde de choc dans la communauté de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Chaz, âgé de 30 ans, vit dans la région de Pittsburgh et travaille comme cuisinier au Siena Mercato local. Le restaurant est situé dans le secteur du 900 de Penn Avenue. Il n'y travaillait pas depuis longtemps. En fait, il venait tout juste de commencer à y travailler avant de disparaître. C'était le 8 mars 2026, lorsque Chaz a été vu pour la dernière fois quittant son lieu de travail entre 1h30 et 3h30 du matin. Il a été filmé par des caméras de sécurité se dirigeant vers la 6e rue sur Penn Avenue. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était au 342 sur la 6e rue. Absent du travail, Chaz est resté joignable auprès de ses proches et n'a cessé de répondre à leurs appels et messages que 2 jours après. Son absence et son silence inhabituel ont poussé la famille à signaler rapidement sa disparition. Les détails de l'enquête n'ont pas été rendus publics, mais la police de Pittsburgh a suggéré qu'il pourrait être en danger ou en situation de risque. Chaz, figure en vue de la communauté, rendait son absence d'autant plus notable. Cependant, aucun signalement confirmé le concernant n'a été signalé. Les proches n'ont été confrontés qu'à un silence insupportable à la place de réponse. Les informations sur sa disparition ont été publiées sur la page Facebook du bureau de police de Pittsburgh, suscitant un commentaire d'une personne affirmant l'avoir vu plusieurs fois dans le sud de la ville, notamment à Mackey's Rocks, dans le comté d'Allegheny. C'est l'un des signalements présumés qui n'a pas été confirmé. Malgré les vérifications menées à la suite de ces signalements, l'endroit où se trouve Chaz reste inconnu, et cela fait maintenant 5 semaines qu'il n'a plus donné de nouvelles à sa famille. L'homme porté disparu a été décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant 1,70 m et pesant environ 68 kg. On sait qu'il porte souvent un bouc et venait de se faire couper les cheveux avant sa disparition. Chaz a le nom Yalinda, tatoué sur le cou, et toute information concernant sa disparition peut être communiquée au bureau de police de Pittsburgh au 412 323 7 1141 numéro 3. Cora Christmas McGurk a-t-elle été une victime de l'étrangleur de Green River, Gary Ridgway? C'est la question qui met beaucoup de gens mal à l'aise depuis 1991 lorsque Cora a mystérieusement disparu sans avertissement. La jeune femme de 22 ans, originaire de Chicago, a déménagé dans l'État de Washington après le lycée. À son arrivée là-bas en 1986, elle a trouvé un emploi à la boutique de cadeaux du centre médical de l'Université de Washington. Elle s'était aussi inscrite à un programme d'ingénierie électrique à l'université. Après avoir entamé une relation avec un homme que l'on pense lié aux stupéfiants à un degré inconnu, Cora a abandonné ses études et quitté son emploi. On ne sait pas si la femme consommait des stupéfiants ou menait les mêmes activités que son petit ami. Quoi qu'il en soit, à la suite indirecte de ces événements, elle deviendrait une autre personne disparue dans une base de données déjà surchargée.
Début juillet, elle a disparu pour la première fois et est revenue 2 jours plus tard, agissant étrangement et suscitant l'inquiétude. Sa tante lui a demandé si elle allait bien et Cora a souri en disant qu'elle allait bien. Mais sa phrase suivante allait prouver le contraire. Elle a dit à sa tante que si jamais il lui arrivait quelque chose, elle devait s'occuper de ses enfants. Le 12 juillet, la jeune mère de 3 enfants a quitté sa maison de Seattle, dans l'État de Washington, sans jamais revenir. Les proches ont du mal à croire qu'elle serait partie de son plein gré, affirmant que Cora aurait pu subir un sort tragique. Quelque temps après que sa disparition ait été signalée, à une date inconnue, le véhicule de la femme serait retrouvé abandonné sur Aurora Avenue, une rue qui pourrait sembler familière aux passionnés de faits divers. C'est à partir de cet endroit que l'étrangleur de Green River était connu pour prendre ses victimes. Gary Ridgway a été arrêté en 2001 et a été désigné comme le tueur le plus prolifique de l'histoire des États-Unis, avec la condamnation pour 49 homicides. Toutes ces victimes étaient des femmes, soit des prostituées, soit des personnes en situation de vulnérabilité, y compris des adolescentes fugueuses. La série de meurtres de Ridgway s'est déroulée entre 1982 et 1998, plaçant la disparition et la localisation de Cora au centre de celle-ci. Ces informations ont entraîné l'ajout de son nom sur la liste des victimes potentielles. On ignore si l'agresseur a été interrogé directement à propos de Cora. Sans corps, sans preuve ni aveu, le sort de la femme disparue reste inconnu. Sa disparition initiale de 2 jours laissait penser qu'il se passait peut-être autre chose. Son comportement étrange et le fait qu'elle savait que quelque chose pourrait lui arriver ne font que renforcer cette théorie. Beaucoup se demandent si quelqu'un dans sa vie cache ce qu'il sait vraiment sur son affaire. Numéro 2. Lynette Hooker, âgée de 55 ans, était décrite comme le genre de personne qui avançait dans la vie en ayant trouvé son rythme, son but, et qui profitait simplement de la vie. Lynette était née pour être sur l'eau, une navigatrice dont l'esprit s'animait dès que le bateau touchait les vagues. Ses proches la décrivaient comme ayant un esprit aventureux qui rayonnait et illuminait tous ceux qui l'entouraient. Ils disaient qu'elle flottait à hauteur des yeux des lamentins, glissait aux côtés des tortues de mer et poursuivait l'horizon à bord de son voilier. C'était son élément, un endroit où elle était heureuse, comme l'appelait Lynette. L'aventurière documentait ses voyages, partageant vidéo après vidéo sur son profil Instagram, et elle capturait ses expériences uniques, le soleil dans le dos et un rire qui résonne encore aujourd'hui. Presque toujours à ses côtés se trouvait Brian Hooker, son mari depuis 25 ans. Le couple avait bâti une vie à bord du Soulmate, affrontant tempêtes et vagues ensemble. Brian figure souvent sur les publications joyeuses de Lynette, bronzé, souriant et de bonne humeur. Plus d'1 mois plus tôt, ces publications étaient passées des mers familières à celles des Bahamas, où elle et Brian poursuivaient leur vie. Le 29 mars, elle a partagé une vidéo montrant le ciel assombri et les eaux agitées des mers d'Abaco. La légende de Lynette laissait entendre qu'après la pluie, il reviendrait jouer dans l'eau. Et lorsque le temps s'est calmé, c'est exactement ce que le couple a fait. Dans sa dernière publication, Lynette a partagé une photo de bateau ancré sur des eaux calmes avec la légende « On ne bouge pas d'ici avant un moment ». Malheureusement, c'est son endroit préféré au monde qui allait devenir, sans le savoir, le décor de la disparition de cette mère d'un enfant, survenue tout récemment, le 4 avril 2026, laissant sa famille en quête de réponse et une communauté sous le choc. C'est seulement quelques jours après cette dernière publication que Brian a signalé la disparition de sa femme aux Bahamas à la suite d'un incident survenu en mer. C'est ce samedi soir-là que Lynette et Brian se trouvaient sur les eaux d'El Bokeh. Selon Brian, ils s'étaient éloignés de leur yacht à bord d'un canot pneumatique de 8 pieds. Quelques instants après le début de leur aventure, les mauvaises conditions météorologiques sont revenues. Les vagues étaient agitées et le vent était implacable. Ce seraient ces conditions, selon le témoignage du seul témoin, qui aurait donc fait tomber Lynette par-dessus bord. Elle portait la dragonne de sécurité du bateau, un cordon qui coupe le moteur si l'opérateur est éjecté. Lynette est tombée à l'eau, dit-il, et le moteur s'est arrêté. Il a lancé un dispositif de flottaison, mais les courants l'ont éloigné. À contre-cœur, Brian a été obligé de pagayer le canot jusqu'à la rive. Des heures plus tard, il a rampé dans les broussailles jusqu'au chantier naval et a appelé la police. La police d'Abaco, la force de défense royale des Bahamas et les pompiers et secouristes de Hopetown ont tous participé à la vaste opération de recherche, qui a eu lieu dans les premières heures du 5 avril. Ce soir-là, les recherches restant vaines, Brian a informé leur fille de la situation. Quelques jours plus tard, le 8, il a partagé une publication sur Facebook.
C'était une photo de lui et de Lynette, accompagnée d'une brève déclaration sur un incident nautique. Des mers imprévisibles et des vents violents, concluant que sa femme était désormais disparue dans les eaux des Bahamas. Ce soir-là, Brian a été placé en garde à vue pour un nouvel interrogatoire. La police royale des Bahamas affirmant que cette décision reposait sur des motifs raisonnables apparus depuis. Brian a nié toute faute et a été libéré de garde à vue 5 jours plus tard. La police a toutefois confirmé que, bien qu'il ait été libéré, Brian Hooker reste un suspect dans l'incident impliquant sa femme. Depuis, il a quitté les Bahamas pour une affaire familiale, alors que l'enquête sur la disparition de Lynette continue. Elle est une navigatrice expérimentée d'Olmsted, Michigan, en bonne forme et reconnue pour son entraînement intensif. Elle a des cheveux courts blonds et porte souvent des lunettes de soleil originales dans ses vidéos de voile. La police publie toujours des mises à jour périodiques. Les proches gardent l'espoir que Lynette sera retrouvée et la communauté continue d'exiger des réponses dans cette affaire. La fille de Lynette, Carly Aylesworth, a depuis créé une page GoFundMe intitulée « Aider à retrouver et honorer ma mère disparue » afin d'aider à la recherche de sa mère disparue et de lui rendre hommage. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous. Les informations concernant cette personne disparue peuvent être transmises à la police royale des Bahamas au 919. Carly a également proposé son adresse email carlyaylesworth@gmail.com comme point de contact pour toute information pouvant aider à retrouver sa mère. Numéro 1. Dane Davis a vécu à Aloha, dans l'Oregon, pendant une grande partie de sa vie. Là-bas, il a travaillé chez Wells Fargo jusqu'à sa retraite, ce qui lui a donné beaucoup de temps libre pour faire les promenades qu'il aimait tant. Cependant, ces promenades fréquentes allaient conduire à un mystère inquiétant. Nous sommes en 2016 et Dane avait 66 ans, vivait dans le secteur du 21 500 de Southwest J Street. C'est cette année-là qu'il a reçu un diagnostic malheureux. Il avait été frappé par l'impitoyable maladie de la démence. Le diagnostic a poussé la famille à chercher un établissement où l'installer, et il travaillait avec l'organisation locale à but non lucratif. Alors qu'il cherchait une place pour Dane, il continuait à se promener pendant le temps qui lui restait. Son itinéraire le menait au centre commercial Hillsboro Promenade, chez Wendy's et chez Albertsons, situés près de Cornelius Pass et Baseline Road. Dane était également connu pour prendre les trains Max et divers autres moyens de transport. Le 18 octobre, cependant, marquerait sa dernière promenade. Ce jour-là, Dane a été vu pour la dernière fois rue J, chez lui, vérifiant le courrier. Ne l'ayant pas vu depuis ce jour-là, la personne qui s'occupait de lui l'a signalé comme disparu au poste de police local, ce qui a entraîné un contrôle à domicile qui serait effectué le 20. La police est arrivée au domicile, espérant y trouver Dane ou au moins un indice sur l'endroit où il pourrait se trouver. Lors de l'enquête, ils ont constaté que son véhicule était encore dans le garage. Bien sûr, cela n'avait rien d'inhabituel puisqu'il souffrait de démence et n'était pas apte à conduire. Fait inhabituel cependant, ils ont constaté que la porte d'entrée de sa maison avait été laissée grande ouverte, mais Dane était introuvable. Étrangement, son téléphone portable n'avait montré aucune activité pendant les 5 jours précédant sa disparition. Ce n'était pas la première fois que Dane disparaissait non plus, et il avait déjà un certain passé de disparition soudaine, ce qui inquiétait sa famille. Plus tôt cette année, il avait disparu 2 fois, mais retrouvé sain et sauf chaque fois. Ces 2 incidents ont poussé la famille à envisager une structure d'accueil sécurisée. Malheureusement, une place n'a pas pu être trouvée assez rapidement, et la 3e fois que Dane a disparu, il est resté introuvable. L'homme disparu ne peut pas s'occuper de lui-même à cause de son état. La famille craint qu'il ne puisse pas se débrouiller seul et redoute le pire. 9 ans plus tard, ces craintes ne se sont pas dissipées. Dane Davis aurait maintenant 75 ans et depuis 9 ans, les enquêteurs n'ont pas abandonné. Et dès 2023, de nouveaux efforts ont été déployés dans cette affaire. La famille a également travaillé en étroite collaboration avec les détectives, dans l'espoir de le ramener enfin à la maison. L'affaire de Dane reste non résolue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.